Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez un peu partout dans les quatre coins du monde. Vous nous écoutez à Bunia, à Goma, à Bukavu et dans notre pays du Grand Lac et dans la sous-région. Aujourd'hui, nous accueillons les porte-paroles du gouvernement militaire qui nous parlent de la situation à Ituri avec des avancées sécuritaires sur le plan militaire et sécuritaire et économique grâce aux autorités de l'état de siège. Nous vous proposons de suivre notre entretien avec le lieutenant Gilles Ngongo. Monsieur le lieutenant Gilles Ngongo, vous êtes porte-parole du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Pouvez-nous nous brosser un peu la situation sécuritaire de la province de l'Ituri? La province de l'Ituri, s'il faut parler, commençons d'abord à faire une comparaison avant l'état de siège et pendant l'état de siège. À l'ère où nous sommes, la situation sécuritaire et opérationnelle a évolué de manière positive en territoire du Rumu comme en territoire de Djougou. Parce que l'épicentre même des hostilités en territoire de Djougou, le Djougou centre, le Bahema Nord, aujourd'hui sont occupés par les forces armées. De la même manière, l'épicentre de la menace Tchinyakilima FPIC dans le territoire de Irumu, là où les noyaux, donc le berceau des hostilités en territoire d'Irumu, dans la chefferie d'Andisoma, Tchinyakilima, aujourd'hui, il y a l'autorité de l'État, il y a le retour de la population, donc l'autorité de l'État est établie, et retour de la population, reprise des activités socio-économiques. Voilà d'une manière générale, mais ici, en ville de Bunia, vous pouvez sillonner, il y a l'accalmie. Jadis, cette accalmie cherchait tant des années, 2 ans ou 3 ans avant nous, on pouvait écouter chaque jour, il y a des tueries par-ci, par-là, en ville de Bunia, des assassinats, et la ville de Bunia et ses environs étaient sous menace ennemie. Aujourd'hui, je vous rassure, il faut passer demander, on vous dira. Aujourd'hui, la ville de Bunia est sécurisée et toute la menace qui a entouré, qui a environné la ville a été détruite et écartée de la ville. Et c'est de là maintenant, nous sommes au-delà pour éloigner de plus en plus toute forme de menace autour de la ville. Et donc, depuis l'état de siège, aujourd'hui, vous pouvez estimer à combien de miliciens ont été neutralisés et combien ont été capturés? Mais oui, c'est plus de 800 miliciens, j'avais dit la fois passée. Nous sommes arrivés à neutraliser 800 miliciens. La neutralisation soit définitive ou nous les avons rendus inoffensifs, inactifs. Parce que lorsque les miliciens se rendent avec les armes, c'est une victoire. Lorsque vous capturez, et beaucoup ont été capturés, vous le voyez comment nous les présentons tous les jours. Et c'est comme ça le gouverneur Luboya disait, le général a parlé hier, que une année d'état de siège, c'est télétravail ou c'est le travail. C'est une année de travail, de sans repos, sans sommeil. Une année de secours, de protection, de sécuriser, de sécurisation. Et donc c'est avoir un bilan positif. Ah mais oui, le bilan positif c'est par rapport à la situation, je venais de vous le faire avant ici, qu'au début, avant l'état de siège, la ville de Bunia, il n'y avait pas la route. Tout le réseau routier au niveau provincial, même national, c'était bloqué, assiégé par le groupe armé, au sud en Irumu, comme au nord dans les territoires de Djougou. Et aujourd'hui, nous disons que la route principale, la route nationale numéro 27, c'est ouvert. Donc il y a la rouverture, si je peux le dire, la réouverture de cette route qui était bloquée par les assaillants.
De la même manière du côté sud. Un fait positif ou un fait qui nous confirme que le bilan est positif. Avant l'état de siège, il y a eu la destruction du bâtiment administratif du territoire d'Irumu. Incendie de ces bâtiments par la milice FPIC. Occupation de l'hôpital Nyakundi. Déplacement massif de population de Basili, de Mobala, d'Andisoma. Là, nous sommes en territoire d'Irumu. Mais aujourd'hui, grâce aux opérations menées pendant l'état de siège, sous le commandement du lieutenant-général Luboya, les forces armées ont restauré l'autorité de l'État. En territoire d'Irumu, une partie, il reste avec les ADF qui sont déjà en errance, qui prennent la peau d'escampette vers le territoire de Mambasa et nous les poursuivons. Et donc, au regard de ça, nous vous disons, lorsqu'on reconstruit les bâtiments qui étaient détruits par l'ennemi, c'est-à-dire nous occupons l'espace. Lorsque l'administrateur des territoires fait les itinérances, sillonne les territoires d'Irumu, au sud comme au nord, c'est-à-dire nous occupons l'espace et l'autorité de l'État est installée. Et la paix commence à revenir parce que vous pouvez voir la population retourner dans leur milieu respectif. Vous pouvez voir la population, les élèves, regagner le chemin de l'école. Pendant ce temps, on a 1 million de personnes déplacées, plus de 2 millions de personnes déplacées. Mais c'était combien? On était à combien? On était à 1 million. Quand vous parlez d'1 million de déplacés, comptez ceux qui ont retourné dans leur milieu. Mon lieutenant, comment vous analysez la dernière situation qui est arrivée en territoire de Djougou, où le site minier a été attaqué, il y a eu une cinquantaine de personnes tuées, il y a un site de déplacés également qui a été attaqué par des ministres Codeco, il y a eu au moins une dizaine des enfants, majoritairement des enfants qui ont été décapités par des rebelles Codeco. Et aujourd'hui, comment vous, en tant qu'armée, vous analysez cette situation dans cette période de l'état de siège? Non. C'est-à-dire, c'est d'abord une situation que nous condamnons. Dans la loi de la guerre, s'attaquer aux sites de déplacés, aux vulnérables, aux enfants, c'est un crime contre l'humanité. C'est une réponse juste pour faire du chantage. Parce qu'avant, et moi je dis d'ailleurs, vous allez remarquer à chaque fois où on veut prolonger l'état de siège, où on veut, certaines opinions pensent que l'état de siège a fait quelque chose et qu'on n'a pas encore atteint le résultat. Et alors il faut bouger les lignes, il faut faire du chantage en tuant, en s'attaquant à la paisible population pour justifier. Donc nous disons que c'est assez pire de la manipulation parce que qu'est-ce que les enfants ont à faire dans cette histoire? Qu'est-ce que les déplacés, les vulnérables, les gens qui n'ont rien, aucun moyen de défense, inoffensifs, comment ces gens-là peuvent être attaqués? Et donc, ce sont des manipulateurs qui incitent ces gens-là d'aller toucher là où ça fait très mal. Parce que nous, on devrait quand même être étonnés si ces miliciens s'attaquaient aux forces armées et qu'on arrivait à tuer 54 militaires en un seul jour. Là, on devrait dire que non, là, ça ne va pas. Est-ce que dans la zone, il n'y a pas des éléments de forces armées pour protéger ces sites? Dans la zone, vous savez que les sites, les militaires sont interdits. Même la police en arme d'entrer dans des sites miniers. Mais ce qui s'est passé ici à Katoto, c'est grâce aux forces armées que nous avons limité les dégâts. Nous avons limité les dégâts, mais ce n'est pas ça l'objectif ultime pour nous. L'objectif ultime pour nous dans ces opérations, c'est quoi? C'est faire taire les armes et protéger de plus en plus notre population. Et ça, nous le faisons. Et nous le faisons avec le peu de moyens que nous avons, que ce soit matériel ou les ressources humaines. Mon
maintenant, aujourd'hui, il y a la population, par exemple, que nous avons échangé avec qui à Boga et à Tchabi qui doutent le travail des forces armées congolaises parce qu'ils étaient dans des cas, ils sont rentrés dans leur site, dans leur ménage. Mais pendant ce temps, il y a d'autres habitants aujourd'hui qui critiquent le travail de l'armée. Comment comparez-vous cette situation à l'Itourie? Non. L'armée c'est un instrument de socialisation. La population exige de nous sa sécurité, sa sécurité, sa protection. C'est nos missions. Nous avons dit, mais heureusement, vous venez de dire qu'il y a la population qui est retournée, que vous avez contactée. Parce que vous étiez dedans, vous avez vu le travail que nous avons fait. Boga, jadis, c'était inoccupé. C'était en fait des villages fantômes. C'était des villages fantômes. Mais sous le commandement du lieutenant-général Luboya, Boga retrouve sa paix, sa quiétude. Cette population, nous disons que les opinions sont toujours partagées. Mais pour l'armée, pour la guerre, nous ne devons pas avoir les opinions partagées. Nous devons avoir l'unique opinion, c'est quoi? C'est soutenir son armée pour que son armée puisse travailler et donner la paix à sa population. Et dans tout ça, nous, ce que nous demandons, c'est quoi? C'est le respect. Et honorer les sacrifices que les forces armées sont en train de consentir. Vous parlez de Boga. Vous savez, nous avons perdu combien de militaires à Boga pour que Boga aujourd'hui soit sécurisé. Toute une compagnie était en fait au cœur de Zadef, à Machine Katanga. Là où les Zadef ont mis leurs bastions et nos hommes sont entrés là dans les dispositifs ennemis et ils ont fait du mal à l'ennemi. Ils ont cloué l'ennemi. C'est aujourd'hui, vous voyez, c'est parce que aujourd'hui vous voyez que Boga, Tchabi, Boussio, Malaya, Malibongo est totalement sécurisé. Et donc toutes ces personnes-là, c'est leur opinion. Mais devant la République, devant une situation qui touche la vie de la République, les intérêts vitaux de la population, nous devons aiguiser du patriotisme, de soutenir son armée et à la fin, vous allez nous poser la question. Moi, je pense que le gouverneur l'a bien dit hier que un peu de patience, quelque chose qui a fait 20 ans, toute deux décennies, mais en une année, vous voulez tout de suite que la paix vienne là tout de suite et maintenant. Un peu de patience. Le jour où la guerre commence, on connaît. Mais le jour où la guerre prendra fin, personne ne connaît. Mais au moins, soyez-en sûrs et que la détermination des forces armées, l'engagement de la classe politique, incarné par le commandant suprême des forces armées, nous osons croire que la victoire est là et ça sera pour la République. Quelle analyse faites-vous de la recrudescence aujourd'hui, de la montée en puissance, si on peut le dire, des miliciens Codeco? Non, il n'y a pas montée en puissance. C'est l'armée qui monte en puissance. Parce que là où Codeco était, dans ses centres d'intérêt, dans ses centres économiques, aujourd'hui, ces centres sont occupés par les forces armées sécurisées et la population regagne. Vous voulez que je vous donne un exemple? À Nyangaray, à Lipri, Petit, à Ngongo, à Mwanga, Fataki l'autre fois, Libye, la RN27, tout au long de la RN27, tous les villages étaient occupés par les Codeco. Vous savez pourquoi? C'était une zone économique où on faisait payer des taxes à la population, des chantages à la population. Les passagers pouvaient payer 5 000, les véhicules, les voitures 10 000, et selon leur acabit ou selon leurs sentiments et selon leur appréciation. On était dans une situation d'une administration parallèle. Il régnait à maître. À Libye, n'en parlons même pas. À Sandoukou, même chose. À la même chose. À Paranganza, ne parlons même pas. Partout,
Mais grâce à la montée en puissance, vous vous attribuez les hauts faits de l'armée aux miliciens, c'est comme si vous étiez leur porte-parole. Mais nous sommes montés en puissance depuis le mois où les forces armées ont été renforcées en effectifs. Et voilà les effets les hauts faits que nous avons réalisés. Ils ne montent pas en puissance. Évidemment, je reviens à vous. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils attaquent par méchanceté. Quel est l'objectif lorsqu'on tue un enfant de 5 ans? Si ce n'est pas de chantage, si ce n'est pas de manipulation, si ce n'est pas donner la matière à ceux-là qui veulent pas ou qui ne veulent pas l'état de siège, parce que leurs intérêts sont menacés, alors que nous faisons ce travail pour l'intérêt du peuple iturien, qui aime Ituri plus que l'armée. Parce que vous pouvez bien dire, mais le militaire meurt sur le champ de bataille pour sauver une vie chaque jour. Les sacrifices. Donc le milicien ne monte pas en puissance, comme vous voulez le dire. C'est-à-dire il s'attaque aux vulnérables, aux déplacés, aux vieillards de 3e âge, aux petits-enfants. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est mettre en place des dispositifs sécuritaires les plus robustes pour protéger, dans un périmètre de sécurité, pour protéger la population, là, les déplacés. Dis-moi, depuis l'état de siège, il y a une attaque, que je peux vous le dire, qui a attaqué une localité habitée où il y avait les forces armées et que les militaires, la population est tuée. Vous n'allez pas les citer. Et donc, ce sont des attaques de survie, des vengeances, des représailles qui sont en train de commettre sur certaines populations innocentes. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles stratégies que l'armée a mises en place pour mettre fin à ce phénomène de Codeco, comme l'armée l'a fait dans le territoire du Rwanda? L'étape qui reste, vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir. L'armée ne promet pas. Nous agissons. C'est l'action qui va déterminer. Vous savez que depuis que la task force était libérée, la task force qui était comme un élément vraiment de chantage, des enchères, mais aujourd'hui le Codeco veut faire quoi si ce n'est pas aller tuer dans le site des déplacés? Parce que ce qui était en chair pour eux, on pouvait chanter à long de la journée, sinon on va les tuer. De la même manière, la task force était libérée. De la même manière, nous avons pacifié dans certains coins de l'Ituri, de Djougou. De la même manière, les Codeco, là, vous ne les verrez plus. Maintenant, quel message lancez-vous à tous ces miliciens qui sont Codeco, Zahir, Nous nous réitérons le message du président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le même message est percuté ici en Ituri par le commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya, qui appelle tous ses fils égarés de revenir à la raison, de répondre à l'appel du commandant suprême, l'appel de la République pour participer aux efforts de la paix déjà amorcés par le président de la République et son gouvernement et par les forces armées et les forces de défense et de sécurité. Et que ces jeunes gens puissent abandonner cette entreprise criminelle. On ne gagne pas la vie en étant dans la brousse. On ne peut pas tuer son frère et sa sœur, quelles que soient les raisons. Et c'est comme ça que je réitère ces messages aujourd'hui à tous ces groupes armés. Nous sommes tous le peuple congolais, de revenir à la raison, de suivre les camps de la patrie, d'écouter la voix de la République, d'abandonner cette entreprise criminelle
de participer aux efforts de la paix en déposant les armes pour faire la paix. Et la paix des Ituriens ne viendra pas seulement des forces armées, viendra de tout le monde, non seulement aux miliciens, mais j'appelle aussi ceux-là qui participent à cette entreprise ou qui ont fait allégeance à cette entreprise criminelle, d'abandonner cette entreprise, de se désolidariser des mouvements négatifs, de venir au cas de la patrie. C'est ici la vie. C'est ici on va développer le pays. Et le pays sera développé lorsqu'il y aura zéro menace, zéro tuerie. Voilà notre effet final recherché pendant cette période de l'état de siège. En fait, quel message lancez-vous aux communautés de l'Ituri aujourd'hui avec ces tensions qui semblent être palpables suite à ces attaques des milices contre certaines communautés? Les gens veulent que l'Ituri sombre par une guerre interethnique ou des affrontements communautaires. C'est ça l'idée de l'ennemi de la paix. C'est ça l'imagination de l'obscurité des hommes qui n'aiment pas l'Ituri. Nous disons que, au nom du gouverneur militaire, bannissons et abandonnons la communautarisation. Chaque communauté a des enfants rebelles. Chaque communauté. C'est comme chez chaque maison a des enfants rebelles ou indisciplinés. Mais il n'y a aucune communauté rebelle, il n'y en a pas. Alors pour éviter ces tensions communautaires, nous appelons les communautés dans leur ensemble de se désolidariser, de bannir la manipulation, surtout de certains politiciens qui courent derrière leurs intérêts. Nous appelons les communautés à faire confiance aux forces armées et à dénoncer leurs enfants égarés, comme nous l'avons vu aussi, les gens qui ont dénoncé, qui nous ont permis à faire un grand travail, à dénoncer, à cultiver ou à prôner l'éducation à la paix. À prôner l'éducation à la paix, c'est-à-dire dénoncer, se désolidariser, aimer l'écoute de l'autre, la tolérance, bannir l'esprit de vengeance, de comprendre que le problème est individuel. Mais l'ensemble des communautés doit soutenir, c'est une obligation, doit soutenir les institutions, l'armée, la police, pour venir à bouter dehors ou à neutraliser complètement ces hors-la-loi qui n'ont rien à voir avec l'État congolais. Et ça, c'est juste ce titre-là, la paix passera que par là. Et donc nous tous, tout le peuple iturien, nous appelons le peuple iturien à l'unité, à l'esprit de l'autre, à l'écoute de l'autre et à la culture de la paix. Et nous allons voir vraiment cette paix. Même aujourd'hui, on peut voir cette paix. C'est moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, nous vous remercions vous qui nous avez suivis dans cette émission où nous avions échangé avec les porte-parole militaires du gouverneur de l'Ituri, monsieur le lieutenant Gilles Ngongo. Nous vous invitons à liker, à partager nos émissions. À la prochaine.